Donc, j'ai la chance, j'ai le privilège d'accueillir trois magnifiques personnes, des gens, des humains avec une grande valeur ce matin. Je vais juste vous les nommer, puis après ça, je vais les laisser se présenter chacun 2 minutes avant qu'on commence notre présentation. On a Véronique Hébert, qui est la directrice générale de la Fondation du Collège François de Laval. Bonjour Véronique. Vous pouvez les laisser ouverts vos micros tous les trois. Bonjour à tous. Emmanuelle Parent, qui est cofondatrice et directrice générale de Ciel, qui est le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. Bonjour Emmanuelle. Salut. Et Robert Giroir, qui est collaborateur au sein de l'entreprise Courageusement Humain, mais qui est un ancien, puis ça fait pas longtemps, là, Robert, que tu étais directeur général pendant plusieurs années du Signet à Laval, qui était, comment est-ce qu'on peut appeler ça, un café communautaire, ou vous le présentiez comment, le Signet? C'est toujours un organisme d'intégration en santé mentale, mais puis la raison d'être, c'est un café de quartier qui dessert des prêts à manger, qui fait vivre l'économie du quartier. Excellent. Écoutez, habituellement, je le disais en introduction, on est très porté sur les aspects techniques de la gestion. Mais ce matin, on veut prendre l'occasion du rendez-vous pour faire un peu de place aux humains. Je pense que c'est vraiment un privilège qu'on a de pouvoir vous s'adresser à vous puis d'en parler. Vous le savez, en tout cas, certains d'entre vous, on a déjà eu des discussions sur l'aspect de la solitude, sur l'aspect de l'isolement relié à la gestion d'OBNL. On va en parler un petit peu ce matin, mais ça s'inscrit dans cette démarche-là aussi de vaincre un peu l'isolement. On va profiter de notre fenêtre qu'on a avec vous pour parler un peu d'enjeux de santé mentale, mais avec une vision optimiste et porteuse de solutions. Puis ça, je pense que c'est vraiment la volonté de ce matin. C'est pas juste dire oui, il y a des problèmes de santé mentale, mais en même temps, c'est de dire, écoute, il y a des gens qui s'en sont sortis, puis voilà comment c'est arrivé. Puis aussi, discuter des effets de la super, puis là, je dis super numérisation, dans le sens, tout ce qu'on a vécu comme changement numérique et comme consommation super numérique et un peu les impacts que ça a sur nous comme gestionnaires, mais aussi sur nos équipes. Puis ça va être un petit peu le rôle d'Emmanuelle en deux parties. Fait qu'on va avoir une présentation en deux parties. On va commencer avec les deux parcours inspirants de Véronique et de Robert. Et après ça, on va par la suite parler avec Emmanuelle des effets du numérique sur notre santé et notre santé mentale. Mais avant tout, je me dois de vous présenter une photo, deux photos. Voyez-vous, mon ami Robert qui est là ce matin, et puis je vais commencer avec toi. Je sais, normalement, on commence avec les dames, mais je sais que Véronique ne m'en tiendra pas rigueur. Robert, sur la photo de gauche, février 2019, on est à combien là-dessus? 455. 455 livres. À droite? Exact. 240. 240. OK. Moi qui ai de la misère à arrêter de manger mes chips le soir, il faut qu'on parle de ton vécu. J'aimerais ça, je vais vous laisser chacun 10-15 minutes pour que vous nous parliez toutes les deux de vos expériences, puis un petit peu venir témoigner de ce qui est arrivé, de ce que vous avez vécu, d'un peu le rôle du travail dans votre... Parce qu'il y a un rôle de personnel, il y a souvent un impact personnel dans ce qu'on vit dans ces situations-là, mais il y a aussi un impact du travail. Fait que, Robert, on va commencer avec toi, puis après ça, Véronique. Wow! 10 minutes pour que je te raconte ça. Comment je vais y aller concrètement dans le vif du sujet. À la base, moi, je suis un alcoolique en rétablissement depuis 26 ans. Et quand j'ai arrêté de consommer l'alcool et les drogues, je me suis jeté dans le sucre. Donc, puis toutes les autres substances qui peuvent arriver. J'ai travaillé en fou, j'ai fait de l'exercice en fou. Moi, je ne fais jamais rien à moitié. Donc, vous avez vu la photo, là. C'est tout ou rien. Et puis au travail, c'est la même chose. Je suis quelqu'un d'engagé. Je suis quelqu'un de... Quand je prends un mandat, je suis loyal au mandat. Je vais le livrer à tout prix. Et qui a fait pas mal longtemps, les 35 ans de ma carrière au niveau de l'entrepreneuriat puis du travail communautaire ou du travail en entreprise privée, ça s'est voulu tout le temps un espace où j'étais toujours all-in, excusez l'expression, là, et ma santé en a toujours pris le coup. Ma santé physique, ma santé mentale, la santé de ma famille. J'ai souvent pris des décisions qui étaient axées sur ma réussite en milieu de travail ou la réussite du projet sur lequel je travaillais, où je travaille. Donc, ce qui m'a amené à
à perdre un peu le contrôle ou à vouloir toujours montrer aux gens avec qui je travaillais que je pouvais livrer plus qui me demandaient, malgré que personnellement, un enjeu que j'ai, c'est que moi, je n'ai pas de diplôme sur mon mur. Je l'ai appris dans la rue, je l'ai appris sur le terrain. Je suis un gars de terrain, je suis un gars d'action. Ça m'a pris presque 30 ans d'expérience sur le marché du travail pour accepter que je pouvais être quelqu'un sans avoir un diplôme sur mon mur. Donc, c'est un autre game. C'est le rôle de l'imposteur, là, Robert, qu'on parle. Oui, c'est ça, c'est le rôle de l'imposteur. Puis c'est ce qui a fait souvent que quand tu arrives au maximum de tes compétences, quand j'arrive au maximum de mes compétences dans un emploi, je vais essayer d'aller chercher plus d'informations, mais c'est là que je suis confronté avec tous les démons. Puis, pour moi, la nourriture a été dans des périodes de stress élevé, dans des périodes où le saboteur était vraiment présent. La nourriture rassasiait, venait me réconforter. C'est comme si elle me prenait à bras le corps et elle me sécurisait, puis j'en ai perdu le contrôle. Fait que quand vous avez vu sur la photo en février 2019, à ce moment-là, je travaille à 400 mètres de la maison, puis je vais travailler à pied, puis il faut que j'arrête 4 fois en m'en venant parce que j'ai mal au dos et j'ai le souffle court. Fait qu'à un moment donné, il y a eu des fils qui se sont touchés, puis j'ai dit, OK, mais là cette année, c'est assez, puis je dois commencer à remettre du plaisir dans ma vie, où j'ai recommencé à mettre un peu plus d'équilibre. Tout ça en travaillant pour une cause qui est noble, qui est l'intégration de gens qui sont issus des problématiques de santé mentale. C'est quelque chose que je fais depuis 20 ans passés, de travailler avec ces gens-là, parce qu'à la base, j'en suis un. L'alcoolisme puis être un outre-mangeur au niveau de la nourriture, c'est une maladie aussi. C'est une maladie qui est d'ordre mental en partie, qui peut être physique, qui peut être spirituelle aussi, là, mais ça, c'est une autre histoire. J'ai passé 10 minutes pour vous raconter tout ça. Mais ce qui a fait que, pour moi, ma santé physique a toujours été la pierre angulaire de la réussite de tous les projets que je voulais faire parce que ça me limitait tout le temps parce que la santé physique ne me le permettait pas. Puis, dans un autre ordre d'idée, à un autre moment, on aura peut-être l'occasion, mais le déclenchement vers le retour à la santé physique a permis aussi une plus belle clarté d'esprit, m'asseoir dans des valeurs qui sont plus réelles à ce que je vis aujourd'hui, mettre des limites à mon travail. Puis malgré tout ça, les 3 dernières années où j'avais de la difficulté à franchir 400 mètres pour aller travailler, j'ai plus de 9000 km de course à pied dans le corps et je me suis ramassé avec une dépression au mois d'octobre l'année passée, ce qu'on appelle amoureusement un burn-out, parce que comment moi j'ai de la difficulté à dire dépression, il me semble que c'est plus vendeur de dire un burn-out que de dire une dépression. Mais ce que j'ai réalisé à travers tout ça, c'est aller dans un jeune âge quand les attentes que les gens avaient envers moi n'étaient pas claires, pas précises, au lieu d'aller les valider, au lieu de faire simplement mon travail, j'en prenais 4 fois plus large pour être sûr de plaire à tout le monde autour de moi. Puis malgré ma santé, malgré mon vécu, malgré les connaissances que j'avais ou que j'ai aujourd'hui encore, je me suis retrouvé cet espace-là au café à vouloir servir la cause, puis servir les gens que j'ai engagés dans l'entreprise, puis leur donner la possibilité de se réaliser comme être humain, mais je me suis moi-même abandonné. Moi, j'ai été élevé dans une époque où la bienveillance, c'était bon envers les autres. Il faut que tu sois bienveillant envers les autres. Puis si tu en restes, mais tu en gardes pour toi. T'sais. Mais moi, il ne m'en restait plus. Puis il a fallu que j'arrête de travailler. Il a fallu que je me pète le visage sur un mur. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que malgré tout ça, malgré l'aspect négatif de cette situation-là, j'ai continué à courir pareil pendant mon arrêt de travail. C'était ce qui m'a sauvé. Parce que c'est pour moi une thérapie d'aller courir. C'était une place où j'ai créé des projets au café, j'ai créé des projets dans ma vie en allant courir. Pour moi, c'est créatif, c'est nourrissant, c'est rassurant. Moi, j'appelle ça, je vais chercher mes quatre hormones du bonheur, là. La dopamine, la sérotonine, l'oxytocine, puis toutes les autres. Mais ça me fait, souvent, j'arrive, puis je vais prendre mon téléphone, puis je vais enregistrer ce que je fais quand je vais aller courir. Donc, tout s'attache ensemble, puis Dieu merci, la vie m'a donné la santé pour pouvoir continuer. Puis je suis vraiment, vraiment fier de ce que je suis rendu. J'ai l'impression que ça fait plus que 10 minutes, là, mais... Non, même pas. Tu es non? encore 8 Okay. minutes. Il reste encore un peu de temps, mon Robert. Ce qui m'a amené à arriver à comprendre que ça, pour moi, je vais essayer de le mettre dans des mots plus positifs puis qui vont rejoindre plus la communauté des gens qui sont sur l'écran aujourd'hui. Quand on est gestionnaire d'un OBNL, des limites, la plupart du temps, ça n'existe pas. On ne s'en met pas des limites parce qu'il faut livrer, il faut livrer, il faut livrer, puis il faut avoir une multitude de chapeaux de gestionnaires différents, de compétences différentes, qui fait qu'à un moment donné, moi, je me suis senti submergé, rempli d'anxiété,
au point où ça en est devenu de l'anxiété généralisée aujourd'hui. Je me réveille la nuit avec l'anxiété, même si je ne travaille plus au café. Tu sais. De là, l'importance pour moi ou de me créer, de continuer à me créer, à faire des choses. En ce moment, je suis en train de créer mon projet de vie que ça fait 35 ans que j'aurais dû commencer, mais que par compréhension d'une sécurité financière, je travaillais pour quelqu'un d'autre. Et puis là, je suis en train de, comme Stéphane a si bien gentiment dit tantôt, je suis en train de créer mon entreprise qui s'appelle Courageusement Humain, qu'on a créée pendant la pandémie pour permettre aux gens de pouvoir vivre et nommer leurs émotions, leur vécu au quotidien. C'est ce qui me sauve aussi, moi, mettre des mots sur ce qui se passe, de ne pas banaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis ceux qui me connaissent de loin ou de proche aussi, je suis un homme qui est hyper sensible, donc ça vient rajouter ça vient de rajouter un niveau d'anxiété et un niveau de stress dans une gestion d'une entreprise quand ton gestionnaire ou ton président de conseil d'administration t'appelle et il dit écoute, il faut vraiment que je te parle, ça presse. Mais là, moi, dans ma tête, il se passe un paquet d'affaires. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Ils vont-tu me laisser aller? Puis au final, c'est souvent juste hey, tu as fait un bon coup la semaine passée. Mais quand on est tout seul puis il n'y en a pas personne pour s'évaluer, puis qu'on est sévère envers soi, comme moi, dans mon cas, moi, je suis très exigeant envers moi, bien, c'est de là où il faut que j'apprenne vraiment à mettre des limites, puis à reconnaître que même si je n'ai pas les compétences, je suis capable, maximum dans tous les dossiers qu'on m'honore, je dois quand même admettre que je suis capable d'aller plus loin que je pense. Mais en respectant qui je suis, puis en respectant mes limites, puis être capable aussi de dire, regarde, ça je ne suis pas capable d'arriver là, ou je n'ai pas les compétences pour arriver là. Puis d'aller surtout chercher des ressources à l'extérieur pour pouvoir m'aider dans ça. Au lieu de penser que je suis un chevalier servant qui peut réussir à tout faire, à un moment donné, il faut que j'admette qu'il y a certaines places où il faut que j'aille chercher des collaborateurs qui vont m'accompagner là-dedans, qui vont m'enlever une pression. Tu sais. Mais j'aime bien d'entrée de jeu ce que Stéphane propose. C'est souvent nos rôles en général, comme gestionnaire d'OBNL ou peu importe, là, c'est souvent que tu es assez en haut de la pyramide, puis tu es souvent avec toi-même, puis c'est difficile à évaluer. Tu es souvent dans un point de flexion, puis tu es souvent dans un niveau. Tu as de la pression qui part d'en haut, qui descend, puis tu as de la pression qui est en bas, puis qui monte. Puis toi, tu as la job du DG, dans bien des cas, c'est s'assurer que la pression qui monte, elle ne remonte pas plus haut que toi, au CA. La pression qui descend, c'est toi qui la fait descendre après. Fait qu'il faut que tu l'encaisses, tu l'absorbes. Puis ça ne s'applique pas. On va aller un petit peu plus loin tantôt dans cet élément-là, la relation entre le CA et je vais aller à Véro pour son petit 10 minutes aussi. Robert, merci beaucoup. Regarde, tu vois déjà des beaux témoignages inspirants. Il y a déjà des commentaires qui rentrent. Je suis content que vous appréciez. Véronique, à ton tour, ma chère. Bonjour. Ben écoute, moi, je me sens un peu imposteur parce que je ne suis pas une... Parce que c'est assez récent que je sois gestionnaire d'un OBNL. Je vais vous raconter un petit peu mon parcours. Puis j'ai rendu à quoi? Presque 2 ans? Presque 3 ans? 2 ans, presque 3 ans? C'est pas si récent que ça, Véro. Oui, mais c'est pas grave. Je suis une fille, écoute, j'ai commencé ma carrière en événementiel. Fait que j'ai connu Stéphane. On a une belle histoire de rencontre assez mémorable. Alors, ça fait... moi, j'ai commencé en événementiel en 99. Fait que j'ai vraiment une fille qui est très... C'est drôle parce que Robert, ce que tu parles, moi aussi, j'ai une grande sensibilité, je suis une performante, je suis une machine. Je me fais tout le temps dire par mes boss, toi, tu es une machine. Tu sais. Puis la machine, pourquoi? J'ai compris parce que j'ai un recul aussi, parce que j'ai quand même travaillé vraiment fort sur moi, fait que mon bagage de santé mentale et tout ça. Moi, en 99, j'ai commencé ma carrière au Laurier Raphaël, fait que j'étais adjointe vente marketing. Et en 2002, j'ai vraiment frappé un mur. Fait que je pense que c'est une accumulation de plein de choses. Puis je pense que c'est comme la réalisation que je n'étais pas capable de dire non. Fait que moi, je suis rentrée dans la restauration. Écoute, à 10 $ de l'heure, j'étais adjointe. J'allais chercher des groupes pharmaceutiques. Je vendais. Les pourboires, les serveurs devaient se faire 1000 $ de pourboires par semaine. Puis moi, j'avais de la misère à arriver parce qu'à 10 $ de l'heure, puis tout ça, ça n'avait pas de bon sens. Puis j'avais une formation universitaire. Puis écoute, j'ai appris à la dure et tout ça. Fait qu'en 2002, j'ai vraiment frappé un mur et je me suis rendue très loin dans cette souffrance-là parce qu'en 2002, on ne parlait pas de santé mentale. En 2022, on en parle. Puis ça, vous êtes plus conscient, mais reculé il y a 20 ans. Moi, personne dans ma famille avait fait de dépression. Personne dans ma famille avait des problématiques de santé mentale. Et moi, écoute, je voulais mourir. Tu ne savais pas, Véronique, ce n'était pas dit.
Non, ben non. Pour d'autres raisons, là, mais on n'en parle pas à cette époque-là. Là. Non, Ça non. arrive pareil. Il y a 20 ans, mais c'est un méga tabou, là. Encore aujourd'hui, tu sais, Robert, il dit, je suis pas à l'aise de... Mais moi, ça a pris 10 ans. Moi, 2002 à 2012, ma collègue Anne-Marie qui est là, je ne suis pas sûre qu'elle sait toute mon histoire, mais je pense que ça a pris vraiment 10 ans. Puis qu'en 2012, quelqu'un vient me voir chez Décorum parce que j'ai fait Laurie Raphaël. J'ai été 5 mois en arrêt de travail. Et j'ai après ça fait le mot pour travailler en événementiel encore une fois pour une entreprise qui s'appelle Décorum où j'ai été pendant presque 11 ans. Et j'ai une cliente qui débarque chez Décorum et qui travaille à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, qui est maintenant la Fondation Cerveau. Ça s'appelait Fondation Robert Giffard et tout ça. Et là, c'est comme mon premier contact avec la santé mentale et la philanthropie. Et cette fille-là qui vient chez nous, chez Décorum, me parler, elle dit, moi, je veux faire une soirée de filles à Québec, je veux faire un événement pour démystifier la santé mentale. On va appeler ça la soirée d'un chic fou. Puis là, ben, moi, j'ose pas trop dire, là, mais finalement, je dis, ben, moi, j'aimerais ça t'aider. Puis finalement, fil en aiguille, je me mets à dire, ben, moi, ça m'est arrivé, puis j'ai fait une dépression majeure, j'ai été hospitalisée, tout ça. Et je décide de m'impliquer dans cet événement-là de plein fouet et je me mets à écrire. Je ne sais pas si tu te souviens, Stéphane, en 2012, j'ai fait un article. Malheureusement, c'est pas ça. J'ai écrit pendant des années sur un blog, puis le blog n'existe plus. Fait que les articles, c'est bon, du vent en ligne. Ce qui était intéressant, Véronique, c'est ton article, oui, mais c'était aussi tous les commentaires qui étaient après l'article. Ouais. Puis il faut savoir, puis je veux juste vous placer en contexte, là, ceux qui ne connaissent pas Véronique dans la région de Québec sont rares. Puis c'est vrai, puis ça a fait partie d'une de tes forces en philanthropie après. Beaucoup de gens, en étant en développement d'affaires pendant des années, beaucoup de gens te connaissaient et te connaissent encore. Et quand tu as commencé à écrire des articles, tu as comme mis une face publique à ce que tu vivais, que personne ne se doutait. Effectivement. Puis ça a entraîné après ça des cascades de commentaires. Ah, ben oui. En 2012, j'ai écrit un article, je parle de ma dépression, je m'ouvre, ça s'appelle Le soleil après la pluie, tout ça. Écoute, ma fille, elle va avoir 15 ans, Charlotte, elle avait 5 ans. Puis après ça, Karina Marceau fait un documentaire sur l'anxiété de performance, m'appelle. C'est un documentaire qui a été filmé pendant 2 ans, peut-être 3 ans qui me suit. Puis que je vous invite, je vous essaierai d'enverrer le lien à Stéphane et tout ça. Puis c'est drôle parce que hier soir, la fille d'une de mes amies qui vient d'être hospitalisée parce qu'elle avait des idées suicidaires et tout ça, Léa m'écrit, elle me dit, Véro, dans ma classe, à mon école, on a présenté le documentaire où tu témoignes. Puis j'étais comme, oh my God. Puis là, j'ai dit, est-ce que tu as dit à tes amis que j'allais bien? Elle dit oui, j'aurais dit que tu étais une des meilleures amies de ma mère. Puis que, pour vous dire que ce documentaire-là a fait un bout de chemin. Puis là, mon nom et famille n'est pas marqué, tout ça, mais il y a des gens qui m'ont trouvé. Fait que là, j'ai une jeune fille qui m'a trouvée. Je ne sais pas trop comment, parce qu'à un moment donné, je nomme que j'ai été jeune personnalité d'affaires en 2011. Et elle réussit à trouver que je suis Véronique Hébert et elle m'écrit, puis elle dit, moi, j'écris un livre, j'aimerais ça que tu fasses un témoignage. Mais là, j'étais avec Jean-Marie Lapointe. J'étais avec plein de personnalités connues, mais moi, je fais un témoignage dans ce livre-là, que je pourrais envoyer les références et tout ça, où je parle de santé mentale. Fait que ça devient que je suis comme devenue une ambassadrice, une porte-parole et tout ça, mais pour moi, je ne sais pas, c'est devenu comme un peu naturel. Et quand j'avais des gens de mon entourage, tu sais, des fois, on crée des liens avec des clients, des partenaires d'affaires, des donateurs. Puis là, je avais un message, ça me disait congé durée déterminée. Moi, j'avais toujours un petit peu le réflexe de dire j'écrivais à la personne, souvent on était amis par Facebook ou LinkedIn, puis je disais écoute, j'ai su que tu étais en arrêt. Est-ce que ça va? Si jamais ça tente de parler, je veux juste te dire que j'ai fait une dépression il y a quelques années, tout ça. Et c'est fou ce que les gens me disaient. OK, mais parle-en pas. Oui, je suis en arrêt. Oui, je ne vais pas bien. Oui, je fais une dépression, mais s'il vous plaît, dis-le pas. Mais finalement, ils s'ouvraient à moi puis ils se mettaient à m'écrire plein d'affaires. Puis des fois, ils me disaient, on peut aller prendre un café et tout. Fait que c'est ça. Fait que je suis comme devenue un petit peu, c'est ça, une genre d'ambassadrice. Puis là, moi, je suis vraiment impressionnée parce que maintenant, je pense en 2022, on en parle beaucoup plus. Tu sais, les gens sont capables encore plus de mettre des mots. Ça reste pareil que c'est tabou. C'est comme un cancer, on va l'afficher, on va faire des campagnes, on va dire « moi, je suis une survivante », mais quand on parle de santé mentale, c'est rare qu'on va dire « moi, je suis une survivante ». Puis en 2002, écoute, j'ai fait une tentative de suicide, mais
je m'en suis sortie. J'ai vraiment passé près de la mort, je peux vous le dire et tout ça. Mais quand je recule, ben, peut-être que c'était un cadeau mal emballé. Puis c'était peut-être quelque chose que jamais, ce qui m'est arrivé ferait que je ne serais pas la Véronique que je suis là maintenant. C'est un peu ça mon histoire. J'espère que je ne vais pas pleurer ce matin. Hein? J'espère que je ne vais pas pleurer. Personne ne Oh, sait. non. Puis quand Ça même, ça marcherait pas, arriverait, moi. honnêtement, ça ne serait même pas grave. Je vais pleurer Robert. Hein? Je vais pleurer Robert. Merci. Écoute, bon, je suis rendu où dans ma liste de questions? Hey, premièrement, je tiens à vous remercier. Puis Emmanuel, on ne t'oublie pas. Je t'ai gardé pour la fin en termes de dessert pour laisser les gens sur le Oubliez-moi, hein, finalement. Moi, je suis prête à continuer les écouter. Il n'y a pas de problème. Je veux juste revenir parce que, Véro, il y a un bout que tu n'as pas parlé. Robert a parlé beaucoup de la course. Moi, je veux que tu parles du paddleboard. Puis je veux que vous entendre. Non, mais je veux vous entendre toutes les deux. Robert, tu as commencé à ouvrir la conversation là, sur le sport. Puis je veux même aller un petit peu loin, la famille, les amis. Je veux que vous me parliez de vos solutions qui ont fait du bien, mais qui continuent à être cultivées pour continuer à vous aider. Je commencerai avec toi, Véronique. Là. Robert a déjà vendu un peu moi, le yoga m'a vraiment transformée. J'ai découvert le yoga en 2015. Et puis, parce que moi, j'ai été en couple longtemps avec un hyper sportif puis un hyper actif. Puis, un prof d'éduc, là. Fait que... un prof d'éduc puis un triathlète. Puis bon, OK. Puis bon, on s'est séparés il y a quelques années, mais une des raisons. Puis moi, je suis tellement dans la performance par rapport à ma job. Là, puis Robert, je t'écoute. Là, puis tu sais, bon. J'essaie de doser, là, puis je travaille mon 35 heures, puis je prends des vacances, puis j'ai l'équilibre. Là. Moi, je suis pas maintenant moins, là, mais je suis capable de doser, mettre mes limites. Puis ça, j'ai besoin de mon repos, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, prendre des 3-4 jours de congé quand je le sais. Il faut que je m'occupe de moi. Mais le yoga m'a vraiment aidée. Mais moi, c'est ça, je ne tombe pas dans l'excès. Je ne suis pas une excessive par rapport au sport. J'ai découvert le paddleboard aussi il y a 3-4 ans. Puis moi, je n'aime pas tout ce que ça prend puis que le monde te dise c'est quoi ton temps. Moi, là, demande-moi pas c'est quoi mon temps. C'est la pire affaire au monde. Le kilométrage, j'ai essayé de faire de la course. J'ai fait un premier 10 km. Puis j'ai haï ça parce qu'à la fin, tout le monde me demandait c'est quoi ton temps. Puis moi, en yoga, personne ne me demande mon temps. Puis quand je fais du paddleboard, personne ne me demande mon temps. Fait que je suis une fille qu'il faut que ça soit zen. Fait que je ne suis pas une méga sportive, mais ça va. Je pense que c'est pour calmer, c'est ça, ce besoin-là de, écoute, tout ce qui est zen. Fait que vous pouvez m'inviter, n'importe quelle activité qui est zen, des retraites. Là, je vais faire une retraite de yoga avec une cousine. J'ai fait un voyage de yoga méditation. Tout ce qui peut m'apaiser, mais tout ce qui est trop stimulant ou qui est trop dans la performance, il faut que je fuis ça parce que ça me rend malade. C'est comme trop, j'aime pas ça. Robert? Wow, merci, Véro. Excuse-moi, j'ai l'impression de te connaître depuis 20 ans après t'avoir écouté. Là. Je suis très, très touché, très ému de par ton chemin, ta route. C'est sûr, comme je l'ai mentionné un peu, j'ai vendu un peu le punch tantôt, mais quand j'ai commencé à courir, le bien-être s'est installé rapidement. Donc, c'est quelque chose qui est devenu comme une thérapie pour moi. Donc, puis je suis sensible à ce que tu dis, Véro. Oui, je tiens compte du temps pour moi pour voir si j'améliore, mais au final, l'important, c'est que j'aille sorti, que j'aille bouger, que j'aille fait quelque chose qui me fait du bien. Puis ma paye dans ça a été pendant la pandémie, parce que j'ai commencé à courir avant la pandémie. Puis quand la pandémie a commencé en mars 2021, en mars 2020, excusez, début avril, ma blonde me dit hey, écoute, je te vois aller, tu as l'air à bien avoir du plaisir, j'aimerais ça que tu m'aides puis que je commence à courir aussi. Donc, j'ai commencé à entraîner ma blonde. De façon, on a commencé à aller courir ensemble. Puis elle passait son temps à me dire mais écoute, je cours pas assez vite pour toi, toute la quête. Puis là, j'étais obligé de dire hey, écoute, Marie, moi, ce moment-là que je passe avec toi, là, c'est un moment de qualité que je ne veux pas échanger pour rien au monde. Fait que je m'en fous du temps. On passe une demi-heure, 45 minutes ensemble, on court. Pendant les vacances d'été, je suis allé au chalet, on est loin de chalet dans le nord. Mes enfants sont venus. Le premier matin, on se réveille, ils sont tous assis à la table avec leurs espadrilles, ils sont prêts à aller courir. Je vous le dis, ça m'émeut encore de vous le dire. J'ai une photo de ça pour m'en rappeler tout le temps. Je suis allé courir avec nos enfants, ma femme, dans le bois, dans un sentier. Pour moi, là, c'est quelque chose qui va rester à jamais. Puis qui fait qu'aujourd'hui, le slogan avec lequel je mène ma vie, c'est que je contribue à inspirer les gens afin qu'à leur tour, ils puissent inspirer d'autres personnes.
Puis c'est ça que j'ai fait sans même m'en rendre compte. Fait que je me nourris de ça. Tu sais. Je suis entraîneur de course dans un club de course maintenant parce que pour moi, c'est important de redonner. Je ne suis pas un coureur de course pour montrer que je suis meilleur. Je suis un coureur parce que je veux redonner. Je veux permettre à des gens de se dépasser, de dépasser certains des idées préconçues qui ne sont pas capables de. Tu sais. Au printemps, cette année, à la course des pompiers, j'ai entraîné 21 coureurs pour cette course-là qui n'avaient jamais couru la distance. De les voir traverser le fil d'arrivée avec le sourire fendu jusque-là, bien, pour moi, c'est un retour sur l'investissement d'humain. Moi, aujourd'hui, mon travail, pour le reste de mes jours, va focuser sur aider des êtres humains à être des meilleurs êtres humains, qu'ils soient gestionnaires, entrepreneurs, femmes à la maison, peu importe. T'sais? L'exercice pour moi, c'était, puis pour faire juste un retour sur Véronique, moi, quand j'ai joué au hockey élite, aller jusqu'à début vingtaine, puis mes entraîneurs me faisaient des plans d'entraînement avec la course à pied, puis je disais non, mais moi du vélo, la course à pied, je ne suis pas capable. Puis aujourd'hui, encore avec du recul, je me dis comment je fais pour courir ça? C'est tellement libérateur. J'ai fait déjà 2 ultramarathons, un 55 et un 77 km. Je ne pensais jamais faire ça, mais c'est tellement libérateur. En tout cas, j'ai l'impression que quand je finis de faire ces courses-là, peu importe la distance, j'ai l'impression que rien n'est impossible. As-tu déjà essayé le yoga? Oui. J'ai essayé le yoga. J'ai peut-être pas assez de persévérance. J'ai une belle fille qui enseigne le yoga. Elle a essayé de m'enseigner le paddleboard aussi. Mais moi, tout ce qui se fait sur l'eau, je suis un peu comme une roche. Mais par contre, j'ai l'intention de me préparer pour faire l'essai d'un triathlon rush, là, juste pour m'amuser, juste pour me dépasser. Là, je vais utiliser vos métaphores sportives pour sortir du sport. OK. Parce que ce qu'on a vécu depuis 2020, ça a été plutôt une sédentarisation vers une numérisation. C'est là où je vais interpeller Emmanuel un peu plus, parce que il y a, dans ce que tu as décrit à propos du début de la pandémie, moi-même, puis je suis certain que je ne suis pas le seul à l'avoir vécu, la pandémie a fait mal à nos habitudes de vie. Puis Emmanuel, j'aimerais ça t'entendre sur c'est quoi notre état de santé global. Puis soyons conscients, là, presque tout le monde est conscient qu'on a des mauvaises hygiènes numériques. Puis je veux qu'on en parle ce matin. En commençant par c'est quoi notre état de santé là, actuellement? Oui, bien, merci pour la question. Puis juste pour contextualiser un peu mon savoir qui va être un peu moins expérientiel puis un peu plus théorique, c'est ça, je suis à la Fondation, mais je suis également en train de conclure un doctorat en communication à l'Université de Montréal où je suis chargée de cours, puis j'enseigne la recherche puis la place des technologies au travail. Donc, bon, cette parenthèse étant fermée, tu sais, quand on parle de santé numérique, en fait, il y a vraiment, c'est un concept qui a 2 dimensions, là, celui de la santé, que nous, on considère autant comme la santé physique, psychologique, sociale, dont on a entendu parler, puis aussi le numérique. Puis qu'est-ce que le numérique fait, en fait, c'est qu'il va exacerber certains indicateurs de notre santé. Donc, on n'a pas tout à coup une nouvelle santé numérique, c'est juste comment qu'on sent, ça va être médié finalement par le numérique. Puis, les grands outils numériques qu'on connaît, que ce soit Microsoft, les réseaux sociaux, pour le loisir, Netflix, Crave, etc., ben, un aspect, là, je m'en vais dans l'économie, mais un aspect super important qu'il faut prendre conscience, c'est que ces outils-là, ça reste quand même toutes des méga entreprises qui sont cotées en bourse, qui ont des impératifs financiers et dont la priorité reste de faire des profits. Puis je ne dis pas ça pour leur reprocher quoi que ce soit, mais c'est souvent, ils vont se présenter avec une rhétorique de « nous connectons les gens ensemble, nous allons améliorer votre vie, ayez du loisir », mais eux, ils ont quand même, ils se font compétition entre eux. Meta, en ce moment, n'est pas super content avec TikTok, qui a une montée d'utilisateurs, d'utilisatrices. Puis ça fait plus que leur objectif, c'est d'avoir de l'argent le plus possible. Bien, notre bien-être, ce n'est pas nécessairement leur objectif premier. Donc, la responsabilité de prendre en compte notre santé numérique, si vous voulez, bien, notre santé tout court, mais influencée par le numérique, elle revient sur nos épaules, à l'échelle d'une organisation, à l'échelle individuelle. Un exemple que j'aime donner pour illustrer ça, c'est Netflix qui disait que leur compétiteur numéro 1, c'était pas... c'est pas Crave, c'est pas la télé traditionnelle, c'est pas, je sais pas, Disney+, etc. Mais leur premier compétiteur, c'est notre sommeil. C'est parce que c'est souvent une activité qu'on fait, le streaming, écouter des émissions avant de se coucher. Donc, c'est là qu'on va voir des mécanismes comme le 5,
4, 3, le décompte avant d'aller à la prochaine émission. Ce sont tous des mécanismes pour conserver notre attention qui se fait des fois au détriment de nos choix là, individuels. Ça, on va le voir avec les fils infinis sur les réseaux sociaux, les vidéos qui jouent toutes seules, etc. Donc, puis du côté des technologies dans le milieu de travail aussi, la technologie s'est beaucoup insérée pour soit augmenter la productivité, qu'on travaille plus rapidement, pour faciliter nos tâches, etc. Donc, on voit qu'il y a comme quand même une direction dans laquelle l'innovation va. Où ça touche toutes nos sphères, autant la sphère, on l'a dit, de notre loisir, la sphère sociale, notre travail. Puis ça a des impacts tant sur le collectif qu'au niveau individuel. Donc, au niveau collectif, on parlait tantôt des attentes des personnes autour de nous. Bien, la place des nouvelles technologies, comme ça a facilité le fait qu'on soit disponible avec notre téléphone en tout lieu, en tout temps, bien, ça nous rend super disponibles. Donc, ça peut créer des attentes de réponses plus rapidement. Puis, on le vit peut-être au travail avec nos courriels, puis Gmail qui nous dit « Ça fait 5 jours que vous n'avez pas répondu, voulez-vous faire un suivi? » Donc, les outils vont participer à cette pression-là sur nous. Puis aussi, de l'autre côté, bien, entre humains, on va s'attendre aussi, comment ça, je suis sur une liste d'attente, moi, je m'attends à ce qu'on me réponde immédiatement. Donc, on le vit aussi à l'échelle individuelle. Il faut juste texter. Il faut texter un ado de temps en temps pour ne pas lui répondre, pour le savoir qu'on est en retard de ne pas y avoir répondu. Là. Exactement. Donc, à l'échelle collective, ça peut créer du stress. Puis ça, c'est mesuré scientifiquement aussi qu'il y a une surcharge de sollicitations. Puis sollicitations, c'est texto, courriel, appel, quelqu'un rentre dans ton bureau, tu essaies de travailler. Bien, ça peut vraiment, c'est très, très fatigant pour le cerveau. Donc, ça peut mener éventuellement, si on a trop de contenu par ces sollicitations-là, à une certaine forme d'épuisement. D'où la notion qui, je pense, qui est une thématique inhérente là, à notre conversation aujourd'hui, qui est celle des limites. Donc, de mettre des limites puis mettre des normes en place parce qu'écoute, ça fait pas longtemps que les technologies numériques, le téléphone intelligent tel qu'on le connaît, là, où on peut tout répondre dans nos courriels, c'est environ depuis 2015 que c'est vraiment démocratisé. Fait qu'en 5-7 ans, nos normes sociales ne sont pas toutes installées. Là. Donc, c'est à nous, finalement, dans nos équipes, de se mettre des balises puis de dire ça se fait, ça se fait pas. Dans un événement, tu peux m'appeler sur mon cell. Mais si on n'a pas de raison particulière, rejoins-moi pas la fin de semaine, envoie-moi pas des courriels à 22 heures, des choses comme ça. Puis à l'échelle individuelle, pour conclure un peu ce portrait numérique, mais c'est sûr qu'on peut remarquer dans notre usage, ici on a tous des usages probablement différents, là. Il y en a peut-être qui sont beaucoup sur Facebook, donc c'est beaucoup plus pour le travail, vérifier les courriels, ces choses-là. Bien, on va voir des impacts sur l'humeur. Donc, des personnes qui vont avoir au-dessus de 3-4 heures de temps d'écran, de loisirs par jour. Donc, on va surtout voir un effet sur notre bien-être avec le temps d'écran de loisirs. Fait que pas nécessairement le fait qu'on passe 6 heures devant notre écran pour travailler, quoique il y a d'autres conséquences, notamment pour la santé physique avec ça. Mais quand on remarque des gens qui passent beaucoup de leur moment de loisir, puis de distraction, puis de détente devant les écrans, il peut avoir un moins bon sommeil, des fois une moins bonne estime de soi, des relations sociales des fois moins fortes parce qu'on a tendance à moins se voir en face à face. Donc ça, c'est très, très individuel. Puis même si les chercheurs en ce moment, ils essayent de trouver du cause à effet, est-ce que plus de temps sur les écrans égale qu'on ait moins de bonne humeur? C'est vraiment du cas par cas. Fait qu'on pourrait aller peut-être avec les questions tantôt dans des cas plus particuliers, mais ce qu'on remarque en tout cas avec les études, 2 personnes bien différentes qui ont la même utilisation des technologies, il y a une personne pour laquelle ça sera trop, que ça va pas, ça va l'affecter négativement, puis l'autre personne à côté, ça va l'inspirer. Fait que pour ça prend beaucoup d'introspection. Mais je pense que quand on parle d'hygiène numérique, on est nous-mêmes nos propres ennemis. Tu sais, combien de parents voudraient que les ados le contrôlent, mais sont les premiers à passer des heures sur leur cellulaire aussi ou en streaming. Fait qu'on est soi-même des quasi-dépendants qui ont de la misère à montrer l'exemple aussi dans bien des cas. Là. Puis je prêche par ça aussi. Là. Les discussions que j'ai avec les miens, mes ados, c'est plus compliqué. Mais tu dirais que au niveau des conseils pour que ça nous affecte le moins possible, si tu en as 3 à donner, ça serait quoi? Ben c'est drôle, je m'en allais pas là avec mes 3 conseils, mais comme tu as dit, on se sent dépendant, etc. Un premier conseil, je pense que ça serait de couper un peu la culpabilité. Parce qu'on le voit, c'est une habitude de vie numérique. Il faut le voir un peu comme ça. C'est une habitude de vie, comme tantôt on a parlé du sport, de l'exercice physique, de l'alimentation.
maintenant, on va avoir une hygiène numérique. C'est bien que tu le phrases de cette manière-là. Puis souvent, on se sent coupable de dire « Oh non, j'ai passé toute la journée devant mon ordi. Oh non, je suis sur mon téléphone. Je me sens coupable. Comme parent, j'ai mis un appareil numérique dans les mains de mes enfants. » La société évolue et fonctionne autour des technologies numériques. Donc, c'est normal qu'on les utilise. Il ne faut pas se sentir coupable. Puis, mais il faut, par exemple, faire un choix conscient de leur place dans notre vie. Fait un deuxième conseil, ça serait plus au niveau individuel. Donc, de regarder, de voir un petit, d'une conscience des outils, de voir combien de temps par jour est-ce que je passe devant les écrans. Sur nos téléphones, en plus, dans les paramètres, sur notre ordi aussi, c'est possible de voir combien de temps qu'on passe par jour sur quelle application. Donc, de dire c'est quoi qui me convient. Puis on le fait avec les jeunes, regardez votre temps d'écran, puis il y en a qui font « Oh mon Dieu, j'ai passé 7 heures samedi devant mon cell, comment ça? » Donc, tu sais, ce petit élément qui te fait réaliser ça, c'est toujours bon. Mais bon, c'est la première étape de réaliser avant de prendre des bonnes habitudes. Puis pour modifier ces habitudes, on sort un peu du numérique, c'est de dire c'est quoi vos priorités dans la vie, vos valeurs. Puis ça, on le fait avec les jeunes aussi. Tu sais, c'est de dire, bon, moi, mettons, une priorité, c'est ma famille. OK, ça, il faut que ma famille, il faut que ça aille bien, il faut que j'aie des bonnes relations. Ensuite, ça peut être au travail. Bon, je veux je vais avoir des bonnes relations au travail, je veux que ça aille bien, arriver tel projet. Ensuite, mettons, le sport, je veux réussir, je vais m'introduire au yoga, j'en ai entendu parler d'un webinaire, ça a l'air magnifique. Je veux faire ça. Donc, tu regardes, c'est quoi tes objectifs at large pour après voir comment le numérique s'insère là-dedans. C'est dire, OK, finalement, peut-être que je réalise que je n'ai peut-être pas le budget pour des cours de yoga, mais il y en a sur YouTube. Fait que je vais utiliser le numérique pour YouTube. Je vais peut-être suivre des personnes qui m'inspirent sur mes réseaux sociaux, aller dans ces abonnements. Cette personne-là, mon Dieu, que ses valeurs ne m'inspirent pas. Unfollow, let's go. On se désabonne. Puis là, on s'abonne de d'autres pages qui peuvent nous aider. Donc, ça, c'est un beau truc individuel. Puis le troisième truc que je donnerais, c'est d'en parler. Tu sais, je disais, on est en train de former les normes sociales en équipe, là, puis ça, c'est ça, dans notre organisation, c'est quoi nos attentes? Parce que souvent, les normes sociales, c'est très informel, c'est non écrit. Puis là, tout d'un coup, tu as quelqu'un qui arrive dans l'équipe et qui t'envoie des messages le soir. Puis on ne peut pas nécessairement le reprocher parce que peut-être qu'elle vient d'une autre culture d'entreprise où c'était bienvenu, puis que ça montrait qu'on se donnait, puis qu'il y avait une belle productivité. Donc, de se poser les questions, OK, c'est quoi l'ordre de hiérarchie? Là? On s'envoie des courriels, mettons, on limite les textos ou pas, ou seulement dans tel contexte. On décroche du travail après telle heure. Quand on est en vacances, on ne se réécrit pas. Tu sais, c'est tout ce... Puis même en famille, de dire avec nos amis, « Hey, en ce moment, c'est un bout occupé, je ne vais pas te répondre aussi rapidement à mes messages. Moi, je vais te répondre à mes messages en 2 jours. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. C'est juste que je deal d'autres affaires en ce moment. » Fait que c'est vraiment d'en parler avec ses proches parce que souvent, on va entendre des solutions très, très individuelles. Mais si chacun de notre côté, on essaie de prendre des bonnes habitudes, mais que la pression de répondre rapidement continue, c'est un petit peu aller avancer le vent d'en face. Là. Fait que c'est un peu difficile. Parce que je trouvais intéressant, Emmanuel, ta façon de l'aborder. C'est la deuxième fois que je t'entends. Puis, parce que ta façon de l'aborder, très souvent, c'est un état de fait. C'est là, ça existe. Ça fait partie du futur. Je pense que c'est peut-être aussi ton ouverture d'esprit du fait que j'ai entendu plein de gens dire là, il faudrait qu'on change nos habitudes, être plus dans le déterminant, puis dans le. Pas de l'opposition, mais d'être dans la rupture, si tu veux, ce qui n'est pas ton discours. Puis plus moi j'ai réfléchi, plus je me rends compte que même dans certains cas, avec l'avenir pour mes enfants, ils ne vivront pas la situation. Tu sais, ils ne connaîtront pas le fax, mes enfants. Fait qu'eux autres sont déjà. Fait que pour eux autres, ce qui est un problème pour nous autres comme adultes, là, je pense, mais même les collègues, c'est le nouvel environnement. Fait qu'il faut apprendre à mettre des limites, puis apprendre à vivre là-dedans. Puis là, je vais revenir à vous deux, Robert puis Véro. Oui, regarde ta question, Robert, mais je vais revenir sur l'élément de pression ou de commande ou d'attente face au conseil d'administration. Parce que le numérique en fait partie, l'invasion des moments libres de la part de vos administrateurs. Puis, tu sais, avec un conseil d'administration, tu sais, par rapport à une PME où tu as un patron, là, tu as autant de patrons que tu as d'administrateurs, puis tu as autant de patrons que tu as d'employés quand tu es DG dans certains cas. Fait que des fois, il y a des DG que la fin de semaine là, ou le soir, là, leur cellulaire sonne plus que le jour. Là. Fait que je veux vous entendre là-dedans aussi. Daniel, merci pour le commentaire. On va y revenir tantôt, un petit peu plus tard, là, la dépendance numérique, mais comme toutes les autres dépendances. Là, Robert, tu voulais rajouter quoi?
Ben, c'est drôle parce que la question, pas la question, c'est plus un commentaire. Moi, c'est une citation, pas une citation, c'est un mode de vie que j'ai inclus dans ma vie depuis plusieurs années en lien avec les limites, qui est que la façon que moi, je traite mes propres limites, c'est la façon que j'enseigne aux autres à les respecter. Aussi. Si je n'ai pas de limite, puis tu peux me rejoindre n'importe quand, mais je me permets de me faire envahir. Ce n'est pas la faute de la personne qui m'envahit si ça ne va pas. C'est moi qui n'ai pas mis une limite claire et précise. Puis, je vais aller un petit peu plus loin dans ce que tu dis, parce que certains vont se reconnaître. Si tu acceptes qu'on te dérange tout le temps, très souvent, tu vas penser que tu peux demander ça de la part de tes employés, tes bénévoles, tes administrateurs. Tu crées tu es le propre problème dans ta propre organisation pour la santé mentale de ton équipe. Où tu vas demander, où tu vas créer des attentes de disponibilité dans bien des cas. Puis, je pense qu'on a actuellement, avec la mise en place des outils technologiques, on a des attentes qui, des fois, sont irréalistes par rapport à la disponibilité et à la vitesse de réponse qu'on veut avoir de nos équipes et de notre monde aussi. Moi, honnêtement, écoute, à part le président du CA qui m'appelle le soir et qui me texte des fois à 10 heures, mais je ne réponds pas. Je réponds le lendemain matin. Correct. C'est ça. Moi, j'ai vraiment mis mes limites, puis c'est ça. Je l'ai dit à quelques membres du CA, puis tout ça, j'ai dit, si je ne vous réponds pas, c'est parce que je ne travaille pas 50, 60 heures, 70 heures par semaine, puis c'est correct. Je pense que j'ai un CA qui est très, très humain. C'est sûr que le président, des fois, s'il appelle à 6 heures, je vais répondre, même si je suis en train de faire le souper ou peu importe, là, parce qu'il ne m'appelle pas tous les jours. Puis quand il m'appelle souvent, je sais qu'il y a une grosse job aussi, il est super impliqué. Mais je mets vraiment mes limites, dans le sens que je ne vais pas répondre. Puis si quelqu'un m'écrit la fin de semaine, des fois des textos, je ne réponds pas avant le lundi matin, quand je décide que là, ma journée, ma semaine commence et tout ça. Fait que je pense que j'ai beaucoup. J'aurais pas fait ça en 2002 ou en 2012, mais là, j'ai appris. Puis même quand j'ai négocié, juste vous dire, moi, je suis DG, mais j'ai dit, moi, je fais 35 heures par semaine. Puis il était comme, j'ai dit, je fais 35 heures. Puis, je gère mon temps. On a beaucoup de conventum les fins de semaine. Je vais finir plutôt le vendredi. Ça ne me sens pas coupable. Je ne suis pas, écoute, ça, je l'ai appris à la dure au Laurie Raphaël, là, je peux vous dire. Là. Puis, j'ai appris beaucoup en thérapie, puis les psychologues, ça, de mettre ses limites. Et ça, je vous le dis, je les mets. Puis, à la limite, des fois, je peux être non, moi, j'ai décidé, je ne suis pas là. Je pars en vacances, je désactive toute ma boîte courriel de travail. S'il y a vraiment une urgence, Anne-Marie le savait, il y a une urgence monumentale, tu m'écris par Messenger. Sinon, moi, c'est excuse, mais je ne vois pas mes courriels, je suis en vacances. Sinon, je vais trop être anxieuse. Puis ça, c'est vraiment quelque chose à appris. Fait que si vous ne le faites pas, moi, je désactive sur mon iPhone ma boîte de courriel professionnel. Pour moi, c'est ma santé mentale, c'est super important. Sinon, j'ai toujours une boule dans le ventre. Quand je vois des affaires, j'ai déjà vu, quand j'étais en Italie, un client qui m'a écrit pour un pépin, pour un contrat. Écoute, ça a gâché mes vacances. C'est dans une des pratiques, là, dans une des formations qu'on avait sur la négociation avec les contrats de travail, c'est pas de mettre 40 heures semaine dans votre horaire de travail, c'est de mettre les heures exactes de votre disponibilité. Je suis disponible pour le travail de 9 heures à 17 heures, 4 jours semaine, ainsi de suite. Si c'est inscrit dans le contrat de travail, ça facilite la mise en place des limites aussi. Je pense que ça c'est un élément peut-être à retenir pour vous, là. Puis en même temps, il y a une culture qui vous appartient aussi. Puis on a de la misère à dire non, déjà d'avance. Puis on est notre propre ennemi, je pense que vous l'avez souligné. Je vais revenir, Emmanuel, sur la question de Danielle. Elle demande, commence-t-on à parler de dépendance numérique? Oui, définitivement. Il y a l'Organisation mondiale de la santé qui, il y a plusieurs années, a reconnu une dépendance aux jeux vidéo. Okay, donc, il faut répondre à certains critères précis pour ça. Mais donc, il y a ces instances-là de santé publique qui vont reconnaître des dépendances. Mais c'est un cas très, très précis. Hein, puis c'est pas pareil que nécessairement une dépendance à une substance, une dépendance à une activité. À ce moment-là, on allait plus comparer ça au jeu. Donc, tu sais, une sécrétion de dopamine, le fait qu'on a coupé sur nos autres habitudes de vie. Mais de plus en plus, on estime que, mettons, dans les écoles secondaires du Québec, chez les jeunes, du moins, je n'ai pas de données pour les adultes, mais tu as environ un 2% de jeunes qui auraient des problèmes de cyberdépendance. Ça, on l'estime, cette question-là, avec parce qu'il y a des jeunes qui vont dans des cliniques qui vont dire, je ne suis pas capable de finalement reprendre le contrôle de mon utilisation. Donc, quand on parle de dépendance, ça va être
C'est pas le fait qu'on a tout le temps besoin de notre téléphone, puis oh mon Dieu, on n'est pas capable de décrocher, puis j'ai besoin de Google Maps pour aller mon chemin, pour aller travailler. Non, c'est plutôt, tu sais, tous les aspects de nos habitudes de vie, nos relations sociales, on va moins les voir pour, mettons, écouter des séries, être devant nos écrans. On va faire moins de l'activité physique si on en faisait avant. Notre sommeil est touché. On se nourrit moins, on se lave moins. Donc, c'est vraiment quand toutes finalement, on va dire tes fonctions là, de tous les jours, ça ne fonctionne plus, là, puis tu n'es pas capable de te prendre en main toi-même, là, on va diriger vers des professionnels. Mais souvent, les professionnels, ce qu'ils font, c'est que ça va être de réinstaurer des bonnes habitudes de vie parce que, contrairement, mettons, des approches avec les substances, c'est pas réaliste de penser qu'on se coupe complètement du numérique aujourd'hui. Donc, c'est comment est-ce qu'on apprend à vivre avec. Ouais, puis souvent, les dépendances sont créées par des manques puis des compensations. Puis c'est juste d'analyser c'est quoi le principe. Tu sais, tantôt, Robert l'a illustré, là, quand il a parlé de sa nourriture pendant des années, c'était une compensation. Fait qu'une fois que tu as compris vraiment c'est quoi le problème, c'est souvent de comprendre le mécanisme. Un bon parallèle. Le parallèle se fait aussi. Là. Si tu as des compensations, que tu tombes dans la drogue, le jeu, le sexe, ou ainsi de suite, là, les vices de ce monde, ben, c'est par compensation. Écoutez, il nous reste quelques minutes, une dizaine de minutes. Véronique, Robert, comment on se conserve? Parce que là, on a parlé de vos passés, on a parlé d'où vous êtes, mais j'aimerais ça, je disais que je voulais que ça soit porteur de solutions. Là, puis je suis curieux de vous entendre sur qu'est-ce que vous avez mis en place, puis qu'est-ce que vous voyez comme étant absolument essentiel pour garder cet élément, pour rester en santé mentale, physique et autres à moyen et à long terme. Véro, je commencerai avec toi. Moi, je pense que quand on franchit une ligne comme j'ai franchi, je m'en souviens, à l'hôpital, le psychiatre m'avait dit possiblement que tu ne vas jamais, jamais revivre ce que tu as vécu. Parce que jamais tu vas te rendre aussi loin. Tu sais, nos petits déclics, je ne sais pas si Robert est comme ça, mais moi, je le sens quand, à un moment donné, la coupe, puis que je sens que ça va moins bien, puis que là, j'ai besoin de repos, puis de répit, puis de faire une retraite. Puis je l'ai senti l'année passée, puisque ma mère a une deuxième récidive de cancer. Puis tu sais, quand je sens que c'est trop, ben là, il faut vraiment que c'est prendre soin de soi. Moi, c'est quotidien, je vais me faire masser. Dès que j'ai comme, écoute, je suis revenue l'autre fois, là, j'étais stressée, je suis revenue de vacances, puis go, 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 c'est reparti. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, hey, à soir, là, fait que c'est le massage, c'est le yoga, c'est décrocher, c'est vraiment tout le temps prendre soin. C'est qui la personne la plus importante? Ben, c'est moi. Puis j'ai pas besoin, tu sais, je me donne des rendez-vous, je vais au spa. Je vous le dis, moi, c'est ça. C'est prendre soin de moi. Puis peut-être que je ne l'ai pas fait les premières années parce que je prenais soin de tout le monde. Ben, moi, je prends soin, là. Puis c'est ça, Mère-Thérèse, puis comment tu vas, puis comment tu vas. Puis je pense qu'avec le temps, je suis devenue un peu plus égoïste. Puis je vais moins me soucier de tout le monde. Puis c'est ça, c'est moi. Non, t'es resté comme ça. Véronique, t'es resté comme ça. Arrête. Robert. Souvent, on cherche une réponse parfaite, là, mais idéalement, ce que je vous dis, ça fait 35 ans que j'enseigne ça à des entrepreneurs. On a tous un agenda. On met tout dans notre agenda, nos rendez-vous d'affaires, les réunions, les rapports à produire et tout. Mais moi, je mets du temps avec ma femme dans mon agenda. Je mets du temps pour mon entraînement dans mon agenda. Puis ça, c'est non négociable. Si il y a un rendez-vous avec le président du conseil d'administration, c'est non négociable. Le rendez-vous avec ma femme, avec mes enfants, mes activités physiques, c'est dans l'agenda. Donc, il y a une routine. Moi, à tous les matins, quand je me lève, je médite 5 à 10 minutes. C'est pas toujours en silence, mais ça permet de partir ma journée avec c'est quoi mes essentiels, c'est quoi qui est vivant dans moi. Parce que souvent, j'ai souvent tendance à tomber dans la culpabilité. Puis je l'ai entendu à plusieurs fois tantôt, puis je vais vous laisser avec une piste de réflexion là-dessus, parce que l'enseignant en moi n'est jamais trop loin. On a tendance à se sentir, on dit je me sens coupable. Mais la culpabilité, ce n'est pas une émotion. La culpabilité, c'est un jugement sur une émotion qu'on n'est pas capable d'identifier. Je vous donne un exemple juste pour que vous soyez capable de le visualiser. Là. Quand j'ai fini ma course à Granby il y a 3 semaines, ma femme m'a appelé pour me dire que mon chien était sur la table d'opération et qu'on pouvait le perdre. Je me suis mis à pleurer, j'étais défait. Tout le long, en descendant, je pleurais, je me disais, c'est de ma faute, je suis coupable, c'est de ma faute, je suis coupable. Puis à un moment donné, ça a fait, wow, tu n'es pas coupable de rien. Tu as juste de la tristesse, puis tu ne veux pas être touché. Fait que c'est bien plus facile de dire que tu es une victime que tu te sens coupable.
Tu sais, c'est d'avoir un dialogue authentique, c'est ça pour moi. C'est ce que j'enseigne aujourd'hui. De mettre les bons mots sur ce que je vis. Donc, si, mettons, quelqu'un m'appelle, puis je suis prévu d'aller m'entraîner, puis je dis, je suis prévu entre les deux, puis là, j'ai de la difficulté à prendre la bonne décision, mais mon besoin du moment, c'est d'aller courir, puis c'est ça qui est important, puis je vais le dire à la personne, écoute, c'est super important, moi, j'ai besoin de ça. On peut-tu recéduler la rencontre en soi comme ça? Je ne me laisse pas tomber, parce que quand je me laisse tomber, c'est facile pour moi de me juger coupable. Fait que si vous changez juste cette phrase-là, je me sens coupable pour je me juge coupable, vous allez voir que les vraies émotions vont remonter à la surface. Puis pour moi, dans mon cas, moi, c'est ça qui arrive. Si je sédule mon horaire et je me laisse tomber, il n'y a personne d'autre autour qui est coupable, c'est moi. Il n'y a personne qui est responsable de cette situation-là, c'est moi. Donc, avoir un horaire précis, c'est la solution pour moi. Je vais même aller un petit peu plus loin avec toi, Robert, sur l'idée de la culpabilité, parce que j'ai chicané une DG cette semaine. Je vais juste vous faire un aparté, là. Une autre amie qui est DG dans un organisme qui, à cause des ruptures de personnel, là, a fait du 80 heures semaine. Puis là, on parlait de faire quelque chose ensemble en fin de semaine. J'ai dit, bon, tu vas prendre ta journée vendredi. Elle dit, non, je ne peux pas. Non, attends. J'ai dit, là, ce qui va se passer, c'est que tu vas tomber au combat. Puis là, au lieu de ne plus avoir de soldats, il n'y aura plus de général non plus. Fait que, à t'oublier, tu vas faire plus tort à l'organisation que si tu réussis à faire « wow, OK, j'arrête, puis je reprends ». Puis, soyez conscients que la discussion que vous devez avoir avec votre conseil d'administration, puis là-dessus, je veux juste vous amener un truc, puis c'est drôle parce que je sais que Maureen, Nathalie, vous m'avez entendu le dire bien des fois, prenez le temps de rencontrer vos administrateurs dans l'année. Un café, un lunch. Je vais le répéter assez souvent, mais rétablissez une relation humaine et non pas une relation patronale avec vos administrateurs. Je pense que ce bout-là, j'en parle régulièrement, mais à partir du moment où vous allez avoir une relation humaine, puis que ça ne sera pas juste eux au CA et nous à la direction, mais vous allez être capable de dire, écoute, là, j'ai besoin de mettre une limite, là, je suis crevé. Puis en réalité, ce qui risque de se passer, c'est que c'est eux autres qui vont vous le dire. Ils vont dire, hey Robert, tu es sur le bord de craquer. Là. On peut-tu t'aider? Puis y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour t'enlever un peu de pression? Fait que la discussion, si vous avez une relation humaine avec ces gens-là, elle va complètement changer aussi. Fait que très souvent, on voit ça comme une opposition, le CA puis la direction, qu'en réalité, ça doit être une collaboration, mais cette confiance-là qui doit s'établir, elle ne se fait pas du jour au lendemain non plus. Là. Elle prend quand même un certain temps à s'établir. Puis le relationnel que vous allez avoir, puis je vais ça aussi de l'autre côté avec vos équipes, là. C'est dur des fois de prendre le temps, puis je suis tout à fait conscient, je suis le premier à faire mon mea culpa avec les équipes, en distance en plus, dire « Hey, on prend un temps humain, là, on va aller luncher, puis on ne parle pas de job. » Fait que il y a cet aspect-là dans les habitudes de vie, dans les habitudes de socialisation, pas socialisation là, nécessairement, là, mais qui sont à prendre. Écoutez, il nous reste 3-4 minutes. Si vous avez d'autres questions, d'autres commentaires, ça serait le temps de profiter du chat d'Emmanuel ou de Robert ou de Véro. Mais c'est un classique, c'est le chat qui passe dans l'écran ou les enfants qui arrivent de l'école qu'on voit dans tous nos Zooms. On est habitué à ça. Pendant que les gens vont poser leurs dernières questions, je veux vous faire un énorme merci. Juste sans dire, écoutez, je sais que tout le monde va l'écrire, mais merci pour votre générosité ce matin à toutes les trois. Merci pour cette honnêteté et cette transparence. Je pense que à avoir des exemples de gens qui en parlent, ça va peut-être aider ceux qui n'en parlent pas. Je pense que, puis Véro, tu l'as illustré, Robert aussi, là, vous l'avez vécu, vous le vivez. Pour ma part, je suis content d'organiser cette occasion-là ce matin pour donner cette plateforme-là à pouvoir le faire. Donc, à part des gros merci de tout le monde, il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas d'autres commentaires. Écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.